Bonsoir à vous, Franz Olivier. Bonsoir, mais L'un- hélas, je suis depuis Marseille. En ligne avec nous ce soir, on vous entend particulièrement bien, l'un de nos plus grands journalistes, aussi passionné que mélancolique, l'un des plus prolifiques aussi, Franz Olivier Gisbert. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La France est-elle un pays communiste? C'est chez Plomb. Avant cela, il y avait eu le dernier tome de votre histoire intime de la Ve République et ça s'appelait Voyage dans la France d'avant chez Gallimard. On va en parler de la France évidemment avec vous jusqu'à 20h30. La France qui s'apprête à rentrer dans une campagne présidentielle inédite qu'il est peut-être déjà. Mais d'abord, quand même, un mot sur ces incendies hors de contrôle, les Landes, le Var et bien sûr la Gironde. Je redonne ces chiffres vertigineux. Plus de 100 000 hectares détruits, record historique. Plus de 250 000 personnes évacuées en Nouvelle-Aquitaine, record historique hors temps de guerre. Comment est-ce que vous regardez cela? Qu'est-ce que vous retenez? La colère de ceux qui considèrent qu'on n'a pas assez anticipé, nos forces de l'ordre qui sont à l'œuvre, la discipline des personnes évacuées, la solidarité qui s'organise. Qu'est-ce qui vous marque, Franz-Olivier Gisbert? Moi, ce qui me marque profondément, c'est l'incroyable résilience des Français, des scènes absolument magnifiques. Jusqu'à présent, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu beaucoup de cambriolage ou de pillage, parce que c'est parfois l'occasion. Quand il y a plus de 200 000 réfugiés, c'est évident que les gens qui quittent leur domicile prennent des risques, même si la police fait des tournées. Et je trouve ça, je suis ému aux larmes quand je vois l'espèce de solidarité du pays, des gens. Enfin, je trouve ça absolument magnifique. Après, si vous voulez, il y a qu'à Faucon. C'est sûr qu'on manque de Canadair. C'est sûr que la France, c'est encore sur ce dossier-là encore le gouvernement semble impuissant. Mais vous me direz, sur les incendies, c'est pas le seul gouvernement impuissant. Vous vous souvenez des incendies de Californie? Je crois que c'était il y a 2 ans. Vous vous souvenez, puis les incendies récurrents également en Espagne. C'est clair, c'est un mal. Mais là-dessus, quand je parle d'impuissance, je trouve que je suis pas sûr que les choses soient suffisamment bien faites, notamment en matière de sélection des arbres. Je pense qu'on laisse les pins se développer beaucoup trop. Alors c'est sûr que il y a pratiquement, c'est le terme qu'on peut employer, des élevages de pins dans les Landes, et ça redescend bas vers Bordeaux. Mais quand même, je pense que le pin pose vraiment un problème. C'est-à-dire que moi j'assistais à beaucoup d'incendies en Provence, autour de chez moi, dans le Vaucluse, ou quand j'habitais dans les Alpes de Haute-Provence. C'est vraiment c'est un phénomène absolument extraordinaire. Là, on voit d'ailleurs le courage des pompiers. Enfin, on voit des choses magnifiques. Ce sont vraiment des héros modernes. Et on voit aussi le mal que font les pins dans ces affaires-là, puisque moi j'ai un incendie qui est passé il y a déjà quelques décennies chez moi, qui a brûlé tout, qui a pas ravagé tout, justement parce que il n'a brûlé que les pins. Et les pins, en plus, ils créent c'est terrible. Ce sont des feux mal éteints en permanence, parce que vous avez des pommes de pin comme ça qui repartent comme des grenades en pleine nuit. C'est pour ça que après, quand ils ont réussi à contrôler le feu, les pompiers restent pour surveiller, parce que avec les pins, on n'est jamais sûr. Sur la dimension, alors que les autres arbres brûlent, mais pas comme les pins. Les pins, c'est comme des bombes à incendie et des bombes à retardement. Sur la dimension politique, Olivier Gisbert, est-ce que les incendies sont un nouveau péril français avec lequel il va falloir composer? Il y avait l'insécurité, l'école, le pouvoir d'achat, l'immigration, mais il y a désormais les méga-feux qui ne sont plus du tout cantonnés en forêt et qui vont peut-être s'inviter dans la campagne présidentielle sans qu'on ne l'ait absolument pas vu venir. C'est clair que c'est maintenant un problème important, mais je vous signale qu'aux États-Unis, c'est un problème important déjà depuis quelques années, même s'ils ne sont pas autant touchés par le réchauffement climatique que nous, parce qu'ils avaient déjà un climat très très chaud auparavant. Les États-Unis aujourd'hui, c'est un dossier qui est régulier, qui fait partie qui participe au combat politique, quoi. C'est-à-dire que vous vous souvenez sans doute des propos extrêmement violents de Donald Trump contre le gouverneur de Californie, contre la municipalité de Los Angeles lors des incendies de Californie. Donc, c'est normal qu'il y ait des discussions, des débats politiques. Le problème, c'est clair qu'il y a un problème aussi au niveau des Canadair. Mais moi, ce que je retiens, c'est une belle leçon sur la France. C'est un pays où on sait se serrer les coudes et s'entraider dans les moments difficiles, et ce sont des images magnifiques qu'on a vues. C'est un beau pays. Alors, la présidentielle qui arrive dans moins de 9 mois, si ça n'est pas les incendies, sur quoi, sur quel thème, sur quelle idée forte elle va se jouer? Est-ce que vous avez déjà une conviction, Franz-Olivier Gisbert?
Ah non, j'ai pas de conviction parce que c'est stupide d'avoir une conviction à près d'un. Enfin, on n'est pas encore. On est un peu moins d'un an de la présidentielle, mais il y a des mois cruciaux là qui vont arriver. Ah, alors Et c'est quand? puis c'est plutôt vers, disons, en novembre qu'on peut se faire à peu près une idée. Vous avez des gens qui vont se lancer. On parle de Jean-Louis Borloo dans les prochaines semaines, par exemple. Il y a des gens qui vont essayer, vous voyez, ils vont tester. Je ne te dis pas qu'ils vont forcément se déclarer, mais ils vont tester. Et je pense que l'affaire n'est pas terminée. C'est clair qu'il y a une favorite, c'est Marine Le Pen. Très Tous les largement en tête au sondages le premier disent. tour. Oui, Donné évidemment, gagnante au premier également tour. dans toutes les études d'opinion, au deuxième. Absolument, tout à fait. Mais on est, je le répète, à plusieurs mois de la présidentielle et on est à une période encore où les gens, si vous voulez, ils n'ont pas vraiment encore décidé. Moi, je pense que les candidats macronistes, c'est-à-dire qui auront l'héritage quand même. Ils ont des comptes à rendre sur l'héritage. Je pense à Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Je pense que la campagne va être compliquée parce qu'il y a le tic-tac, si vous voulez, de la dette là qui commence à devenir un peu inquiétant. C'est-à-dire que les taux d'intérêt qui augmentent. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est bon. Au plus haut depuis 10 ans, 15 ans. 5 000, non, oui, bien sûr, c'est effrayant. C'est 5 000 euros de dette de plus par seconde. Enfin, tout ça va très vite. Et maintenant, il commence à se dire, je veux dire, ça, je parle des milieux très informés, que peut-être que la crise financière qu'on attend, peut-être qu'elle pourrait intervenir avant la présidentielle. Ce qui serait une catastrophe pour Macron et une catastrophe pour ses anciens premiers ministres. Et bon, elle peut aussi arriver après. Moi, c'était plutôt mon scénario. Mais je pense qu'à un moment donné, de toute façon, on ne va pas y couper. Ça, c'est à ce sujet-là. Et puis il y a tout le reste. C'est un pays qui va très mal. Et même C'est un pays qui n'est pas géré. C'est un pays qui n'a pas été gouverné depuis déjà très longtemps et qui n'est pas gouverné alors qu'il y a des problèmes fondamentaux et que bon, et vous avez un Premier ministre qui met tout sous le tapis et puis qui passe des accords stupides. Par exemple, c'est vrai que le report de la loi sur les retraites est une grande stupidité et qu'on va payer avec des budgets les plus débiles qu'on a eu depuis très longtemps parce qu'on continue toujours à dépenser plus. Évidemment, on n'aura pas de croissance cette année avec un budget aussi bête, avec 5% de déficit. Vous n'avez aucune chance d'avoir de la croissance. Mais ça, c'est ce que croyaient les socialistes en 80. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est la droite qui fait ça. C'est le début de nos problèmes, si je vous ai bien lu, l'arrivée des socialistes au pouvoir. Vous parlez de crise économique, oui, vous parlez de dette, et ça inspire forcément Gilles Boutin qui vous interroge. Oui, bonsoir. Bonjour Gilles. Bonsoir François-Olivier. On dit souvent que l'élection se joue plus sur un nom, sur une incarnation, que véritablement sur le projet. Mais là, précisément, avec cette crise financière qui pointe le bout de son nez, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le discours sur la réponse technique à y apporter qui finalement va prendre le dessus ? C'est-à-dire, parce que j'écoutais par exemple Bruno Le Maire qui, lui aussi, lui aussi teste la température de l'eau, répond qu'il faut un projet. Il faut un projet et qu'il ne trouve personne qui a ce projet qui répond à la gravité de la situation budgétaire. Donc, est-ce que pour une fois, ce serait véritablement la gravité du déficit et donc et de la trajectoire de la dette qui viendrait s'imposer, et donc à ce moment-là, les gens se diraient je vote pour celui qui m'apporte la réponse qui me satisfait le plus. François-Olivier Gisbert. Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, vous avez un exemple dans l'histoire. C'est-à-dire l'homme dont je parle justement dans mon histoire intime, le général de Gaulle, qui a vraiment relancé l'économie française, qui a fait un travail remarquable avec le plan Pinet-Rueff, qu'on appelle plan de stabilisation, qu'on appelait aussi plan d'assainissement, et qui en fait, dans l'une des bases, était de faire le contraire de ce que fait Macron depuis qu'il est à l'Élysée, ce qu'ont fait ses prédécesseurs aussi, c'est-à-dire zéro déficit budgétaire. C'était ça l'idée. Et vous avez vu le résultat, une croissance qui a suivi de 5-6%, c'était pendant 11 ans à peu près, c'est un bilan absolument extraordinaire. Mais il n'est pas arrivé en disant qu'il allait faire ça.
Il n'est pas arrivé, quand il a pris le pouvoir en mai 1958, c'était soi-disant pour que l'Algérie reste française, alors que c'était pas du tout son objectif. Donc il a un peu raconté des coups aux Français. Et puis ensuite, il n'a pas dit non plus, je vais faire une politique d'assimilation. Il faut dire que là-dessus, je pense qu'il savait pas encore ce qu'il allait faire. Et il a vraiment étudié les choses de très près. Et ils ont fait une politique courageuse. Bon, c'est un mauvais moment à passer, c'est quelques mois. Mais après, les résultats sont là et ça a été une période d'abondance extraordinaire sur le plan économique. Et c'est ça qui fait le bilan du gaullisme. Et je pense que si vous vous présentez aujourd'hui à la présidence de la République en disant il va y avoir du sang et des larmes, ça va faire plaisir à une partie du parti, de la classe médiatique. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne les élections. Je pense qu'on les gagne effectivement avec un projet. Et le projet, c'est très simple. C'est aussi d'expliquer que la situation de la France, on peut s'en sortir, mais il faut qu'on commence à penser à créer de la richesse. Et jusqu'à présent, on les massacre, les entreprises. Alors il y a toute une campagne. Il paraît que les riches ne payent pas d'impôts. Toute une espèce d'affabulation générale, et puis dans le cadre d'une campagne anticapitaliste permanente, des deux, Laurel et Hardy, l'économie, je sais pas quoi, d'extrême gauche, l'ultra-gauche, Thomas Piketty, Gabriel Zucman. Et puis il faut faire payer les riches, etc. Ça ne va rien donner. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui en France... C'est ce que j'allais vous demander, c'est quoi le profil type du président qu'il nous faut ? Le président, je pense que le présidentiable qui dira je viens ici pour vous serrer la ceinture, ça va pas le faire. Faut qu'il y ait tout un discours autour. D'abord, il faut dire qu'évidemment, il faut expliquer aux Français qu'il sera sérieux, parce que je pense que ils n'en peuvent plus des guignols qui ont mis le pays là où il est aujourd'hui, qui l'ont mis dedans. C'est vraiment ça l'idée, Et je pense qu'il faut qu'il montre qu'il a du courage. Donc je pense qu'ils iront plutôt spontanément vers quelqu'un qui a du courage, qui ne sera pas trop mêlé à l'époque précédente, parce que les 10 ans, mais pas les 15 ans même, ou les 20 ans si vous voulez, mais quelqu'un d'un peu neuf, qui ait l'expérience, mais qui ne soit pas dans le système. Mais il y a des tas de gens qui correspondent à ce profil. Le courage peut-être d'avoir parmi les candidats. Le courage d'avoir survécu à une séquence judiciaire, à une condamnation, Franz-Olivier Gisbert. Ça c'est très bon ça. Mais ça, j'ai toujours pensé que c'était très bon, parce que ça a toujours été le cas. Marine Le Pen, quand les survivants, ça a été le profil aussi de Trump lors de sa réélection. C'est toujours très bon. Et quand ils ont souffert, elle a été candidate depuis longtemps, et donc qu'est-ce que vous entendez ? C'est quelque chose. Moi, je vis en province principalement, et faut pas dire ce mot, mais je le dis quand même parce que j'aime la province, et j'entends quand même très souvent, c'est son tour. Ça, c'est clair, et c'est un mot qu'on a entendu pour Mitterrand en son temps, qu'on a entendu pour Chirac. Des tas de gens. Pour Chirac, là, c'est le tour d'Ophélie Roch de poser une question. Alors, j'entends souvent, mais c'est pas parce que c'est son tour qu'elle sera élue. Vous comprenez ? C'est ça aussi. Parce que la politique, il y a toujours des impondérables, et c'est quand même une course avec beaucoup d'obstacles, la présidentielle. Ophélie Roch vous interroge. Bonsoir, oui, bonjour Ophélie. Je suis très heureuse de vous avoir en ligne. Et bravo pour votre série sur X. Bravo. Merci, pour votre gentil. série. Ah oui, formidable série sur X. Elle a fait des portraits de personnalités politiques. Mais oui. Il est adorable, il fait pas plus. Vous voyez, j'ai rien demandé. Elle est presque aussi méchante que moi. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Mais vous êtes pas bien méchant en France, donc c'est pas bien compliqué d'être plus méchante que vous. Voilà, d'accord. Votre question, Ophélie. Non, là vous avez en effet parlé de la personnalité, en effet, et c'est vrai qu'il y a sans doute des étoiles qui la constellation est bonne, on va dire, pour quelqu'un comme Marine Le Pen. Mais au niveau du programme, est-ce que vous avez un chouchou un peu dans cette masse de candidats qui se profilent ? Oui, je trouve le plus sérieux jusqu'à présent, c'est Bruno Retailleau, il faut dire les choses. Alors, je suis pas sûr que ce soit le meilleur candidat. Je pense qu'il fera un bon président, mais peut-être qu'il ira jusqu'au bout, parce que justement, on ne sait pas encore. C'est-à-dire que je pense que lui, il a besoin d'agglomérer quand même des gens autour de lui, et de montrer qu'il y a une équipe derrière. Et parce que lui seul, à mon avis, comme candidat, ça ne suffit pas. Je ne crois pas non plus aux deux autres, du bloc central, c'est-à-dire Édouard Philippe et Gabriel Attal. Je me trompe peut-être. Ça m'est arrivé de me tromper dans le passé, et je me trompe peut-être. Mais s'ils y vont tous les deux, il y a peu de chances que vous trompiez. Les Français, de toute façon, ils ont envie de personnalités fortes.
Et donc, il faut que, s'il veut que ça marche, Bruno Retailleau, il faut qu'il ait autour de lui 2, 3, 4 personnalités très fortes. Et c'est ça que les gens veulent. Ils veulent, parce que ce pays n'a pas été gouverné depuis 10 ans, pratiquement. Enfin, c'est quand même, et de moins en moins ces temps-ci, on voit très bien. Il y a le feu dans la maison, enfin, je ne dis pas seulement en Gironde, hélas, et il se passe rien. Il se passe rien, on ne fait rien. On fait comme s'il se passait rien. Et pendant ce temps-là, on voyage, on fait des déclarations, des conférences de presse, par-ci, par-là. Mais il y a quelque chose de totalement lunaire dans cette histoire. Qu'est-ce qui restera? Donc, allez-y. Qu'est-ce qui restera? Du bilan d'Emmanuel Macron, 10 ans à l'Élysée, 2 quinquennats successifs. Il reste rien, vous savez très bien. La seule réforme importante, elle était d'ailleurs beaucoup trop timide, la réforme sur les retraites, qui aurait permis quand même de régler une partie du problème de la dette, pas totalement, mais enfin quand même une partie. Elle était remise à plus tard, c'est-à-dire en fait elle était annulée. Et il reste une seule chose, c'est la loi euthanasie, qui est quand même une loi sur laquelle on peut se poser beaucoup de questions. Et moi, chaque fois que j'entends notamment un grand médecin comme Philippe Juvin, qui fait aussi de la politique, puisqu'il est rapporteur général du budget, quand il en parle, c'est vrai qu'on a le cœur serré, parce qu'on voit que c'est le pays où il y a quand même il y a une possibilité de rétractation de la personne qui demande à mourir de 2 jours seulement. Enfin, ça peut être un peu plus long, mais il y a aussi cette idée-là. Puis l'idée que c'est un seul médecin. Enfin, tout ça est un peu, expéditif, rapide, et c'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, d'autant que nous avions une bonne loi qui fonctionnait bien auparavant, qu'on appelait la loi Leonetti, exactement sur le même sujet. Donc c'était juste pour laisser un peu sa trace. Et finalement, il est resté que ça. Et je veux dire, si c'est que ça, c'est vraiment pas grand-chose. Gilles Boutin, aussi dur sur Emmanuel Macron? Oui. Non, c'est vrai que à la question sur ce qu'il restera, spontanément, je pensais à la suppression de la taxe d'habitation, qui était la mesure totalement inutile. Mais ça, c'est honteux. C'est honteux. Mais comment on peut se faire élire avec une bêtise pareille? Moi, d'ailleurs, je l'ai écrit à l'époque. Mais ils se foutaient du monde. Et ça a marché. Et ça a marché. Et le pire, c'est que ça a marché, qu'il a sans doute elle est été revenue élu par la grâce à cela. fenêtre, la taxe d'habitation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que, évidemment, les maires en ont besoin. Enfin, tout ça. Enfin, il y a une façon de prendre les Français pour des imbéciles. On se dit quand même, il faudrait que ça s'arrête un jour.